Nous sommes de retour pour le deuxième épisode du podcast, l'enseignement supérieur post-Covid, que j'anime avec Damien Ledoux, Damien Deltombe, Thierry Darnois et Frédéric Boudneau des services audiovisuels de l'Université de Lille. Alors l'année dernière, on s'était quitté sur une espèce de phase introductive, l'audiovisuel au sein de l'université. On va poursuivre dans les prochains podcasts sur ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire. Alors je vais juste reprendre une question que je n'ai pas eu l'occasion de vous poser la semaine dernière et qui est liée au fait que l'université est éclatée sur plusieurs sites, mais peut aussi interagir avec d'autres organismes. Donc, moi, je peux vous citer, par exemple, le réseau Osiris dans l'Est de la France, le réseau Fort à Rennes, qui, grâce à sa fibre optique, permet d'interconnecter des sites. Est-ce que Lille travaille, Damien Deltombe, avec d'autres organismes, le CHR? Je sais que vous êtes très proche physiquement, je pense au Lexime qui est très proche du CHR. Est-ce que vous travaillez avec des espaces culturels ou d'autres espaces de formation professionnelle ou d'autres sites? L'université est ouverte aussi bien au niveau de la vulgarisation scientifique, je pense au Forum des sciences par exemple de Villeneuve-d'Ascq, mais après on filme effectivement beaucoup de conférences et donc les chercheurs, les enseignants-chercheurs sont forcément connectés, notamment en sciences humaines, par exemple à la ville de Lille. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc je pense aussi à la MECH, la Maison européenne des sciences humaines et sociales, qui est située sur Lille, avec qui on travaille très régulièrement. Donc oui, on est entouré un petit peu de tout un tissu de recherche et d'enseignement régional et national. D'accord. Et on travaille aussi également avec les universités numériques thématiques, comme Uniciel pour ce qui est des sciences dures, je pense que c'est le terme. Pour donc ces universités numériques thématiques, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y en a plusieurs sur tous les domaines scientifiques et disciplines scientifiques qui en fait promeuvent l'usage soit de la vidéo, soit sur de l'innovation pédagogique, et vont aider les universités à développer des nouvelles choses dans chaque discipline. D'accord. Échange, partage, interopérabilité, mutualisation des besoins. Donc, c'est des choses qui sont effectuées au sein de l'Université de Lille. Merci Damien. On va rentrer maintenant dans le vif, dans le cœur du sujet. Et je vous invite à monter, pour les plus nostalgiques, dans une DeLorean. En fait, la date du moniteur au sein de la DeLorean n'indiquera pas 1985, mais mars 2020. Alors vous apprenez, là je vais vous poser la question à tous, on va faire une petite table, on va commencer par Frédéric Boudneau, puis Damien Ledoux, Thierry Darnois et Damien Deltombe, de comment vous apprenez cette information. Vous apprenez la fermeture des universités, une volonté de continuité pédagogique. Qu'est-ce que vous ressentez? Et d'ailleurs, qui vous appelle? Est-ce que Frédéric Vidal prend son téléphone, appuie sur le bouton rouge et vous appelle Frédéric en vous disant « Bon, alors Frédéric, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, bon, je pense que je ne me souviens pas être dans le répertoire de Frédéric Vidal. Donc, si elle appelle quelqu'un, ce n'est pas moi directement. On sent la chose arriver. Oui. On est vers mi-mars, on sent qu'il va se passer quelque chose. Quoi? On n'imagine pas l'ampleur. Et même maintenant, encore un an après, on n'imagine pas que ça allait être si long. Donc on l'apprend, les universités ferment. Moi, dans la composante de STAPS, c'est un peu, on est un peu KO debout au début. Oui. On se dit, on est le 15 mars, les étudiants doivent passer leurs examens dans un peu plus d'un mois. Oui. On est sorti de vacances. Aux prochaines vacances, les examens ont lieu. Mm-hmm. Que fait-on? Donc au début, c'est l'urgence. C'est pour pouvoir passer des examens, il faut qu'ils aient leurs enseignements jusqu'au bout. Donc la première étape, c'est de réussir à mettre tous les cours. Nous, on utilise une plateforme que beaucoup d'universités utilisent qui s'appelle Moodle. L'essentiel, c'est la première chose, d'envoyer tous les cours sur Moodle. Ça, c'est le côté plutôt pédagogie, Oui. ingénierie pédagogie, dont nous faisions partie à l'époque, et c'était une des fonctions que j'avais aussi avant. Donc je connais. Du côté audiovisuel, tout s'arrête. Tous les événements
moi je suis en charge de l'événementiel audiovisuel sur l'université, instantanément, le planning se vide. D'accord. Alors au début, on nous annonce 15 jours, et puis très vite, on se rend compte que ça sera 1 mois, ça sera 2 mois, ça sera long. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une cellule de crise qui se met en place en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà les moyens. Damien? Nous, à l'ILIS, on a l'avantage, enfin, c'est des enseignants qui sont assez au goût de la technologie. Il y a pas mal de choses qui se sont passées sur Moodle. C'est vrai que les équipes de la DSI à ce moment-là étaient très réactives parce qu'ils ont mis en place des serveurs et ils ont permis une connexion possible et de pouvoir aussi donner ces enseignements. Chez nous, on a une personne qui est Florent Uccelli, qui est l'animateur du Lexim d'ailleurs, qui a pris en charge le fait de former à la main levée, si je puis dire, les enseignants à Moodle. Et aussi, il y a c'est assez marrant l'histoire de la DeLorean, parce qu'en fait, là, moi, je peux remonter il y a 10 ans. Je suis rentré à l'université, en fait, c'était au moment du SRAS. D'accord. Où, voilà, de la grippe aviaire, où on a réussi à en échapper, mais l'université, universités pour les de plus France, jeunes qui nous écoutent, le SRAS, c'était la première grande crise. Voilà. C'est un syndrome respiratoire aigu sévère voilà. qui a fait paniquer il y a 10 ans. Ouais, on était sur 2008-2009. 2008-2009. Beaucoup de monde qui a été arrêté à temps. Voilà. Ouais, effectivement. Voilà. Et les fameux vaccins. Les vaccins qu'on avait en trop grand nombre. Mais à ce jour, à mon avis, on n'aurait pas vécu, on aurait eu des masques. Bref, la parenthèse. Mais donc, moi, je suis rentré à l'université pour mettre en place... et d'ailleurs, on avait fait des formations avec Frédéric ici même pour mettre en place un système d'ordinateur pour faire des podcasts, et tout ça ce serait, on va dire, pour faire des podcasts, on va dire, de façon un peu industrielle, pas forcément très propre. D'accord. Mais qu'on peut rediffuser. On est fait sur une obligation de moyens. Voilà. Et là, cette fois-ci, donc 10 ans après, on voit quand même qu'il y a eu une avancée déjà au niveau ne serait-ce qu'Internet, au niveau des visioconférences, c'est-à-dire que maintenant on n'a plus besoin d'un système coûteux, et on a eu des applications qui se sont lancées, qui se sont démocratisées, voilà, qui se sont démocratisées et qui ont été utilisées pour les cours. C'était moi, en tout cas pour l'ILIS, ça a été énorme, quoi. Le nombre de cours qui se sont faits via ces logiciels. Donc il a fallu réactiver une expertise, une expérience que vous aviez eue 10 ans plus tôt avec le SRAS? Non, même pas. C'est-à-dire que à l'origine, les enseignants freinaient des 4 pieds, et là, ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Et je pense que ça laissera et ça formera en tout cas une nouvelle façon d'enseigner pour eux. Oui. En tout cas dans le domaine de l'ingénierie de la santé et autres. Oui, ça aura effectivement changé nos vies. Thierry Darnois, je rappelle que vous êtes responsable des moyens son et vous êtes chargé de projets sur la mission podcast. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez l'année dernière et comment vous avez ressenti tout ça? Je n'étais pas encore dans le service l'an dernier quand c'est arrivé. Et moi, je travaille dans un autre service qui est un tout petit institut au sein de l'université. Donc la semaine dernière, on parlait de 75 000 étudiants. Et dans ces 75 000 étudiants, là, il y a une petite trentaine d'étudiants qu'on a au CFMI, le centre de formation de musiciens intervenants. D'accord. Et moi, je suis responsable d'un instrumentarium, donc, où il y a 2000 instruments de musique en prêt au niveau de nos étudiants. Et donc, ça a été une fracture parce que forcément, jouer un instrument à distance, c'est juste pas possible. Donc, ça a été très compliqué. Et à partir du mois de mai 2020, on a commencé à reprendre contact avec nos étudiants et essayer de faire
des cours d'échange d'enregistrement. Voilà, les professeurs ont commencé à reprendre contact avec les étudiants et c'était une année vraiment très très compliquée. Oui, beaucoup de fébrilité l'année dernière pour organiser cette continuité pédagogique. Damien Deltombe, je pense que Frédérique Vidal, elle a votre numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous vous rendez compte que les universités vont fermer, qu'il faut organiser tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez? À l'époque, on était encore dans la direction de l'innovation pédagogique et donc forcément, la direction de l'innovation pédagogique était formée à l'époque donc de l'audiovisuel, d'un service audiovisuel qui était mon service, le service multimédia et le service technopédagogie, le service pédagogie. Donc en fait, j'ai été témoin du coup un petit peu de toutes les expériences diverses. Parce qu'on s'est réunis et c'était pas la panique parce que on avait effectivement dans l'idée de l'expérience d'il y a 10 ans dont parlait Damien, où effectivement on a vu qu'il y avait que ça pouvait arriver et qu'il y avait un manque qui pouvait apparaître. Donc là, moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'effectivement on est parti direct en mois de mars sur un système, il fallait répondre aux enseignants et se mettre vraiment à leur place, qui est vraiment pas simple et qui est toujours pas simple aujourd'hui, hein. Mais de proposer donc un moyen de communication. Donc à l'époque, le choix avait été fait sur Big Blue Button, qui est un système de diffusion vidéo. Et donc il y avait aussi beaucoup le renforcement de Moodle. Moi, en ce qui concernait le service audiovisuel, la demande était juste comme le disait Frédéric, on a abandonné tous les événements. Donc l'idée, c'était, en gros, on nous disait, est-ce que vous pouvez pas amener une valeur ajoutée aux enseignants, de leur dire comment vous pouvez utiliser votre webcam? Non, ce n'est pas notre travail d'expliquer comment ils doivent utiliser leur webcam. C'est vrai que on est témoin de ça au quotidien maintenant. Tout le monde ne sait pas forcément utiliser sa webcam, mais c'est vrai que là, nous, en audiovisuel pur, c'est-à-dire accompagnement d'événements, etc., nous, tout s'est arrêté. Et c'est la seule, enfin, je veux dire, moi, ce que je faisais, on m'a demandé, on m'a appelé plusieurs fois, c'est surtout pour le son. C'est avec Vidal qui t'a appelé. Oui, en personne. Non, mais c'était surtout, les enseignants m'ont appelé surtout pour savoir, en gros, l'image, c'est secondaire, j'ai envie de dire, dans un cours, en tout cas, parce qu'on a un diaporama, on a une diapo qui reste là. Oui, la télé sans voilà. image, c'est de la radio. Voilà, exactement. Oui. Par contre, la qualité sonore, c'est quand même essentiel. Et s'il n'y a pas la qualité de son, les élèves décrochent assez rapidement et je pense que... Damien Ledoux, on vous entendra plus en détail sur cette partie-là, mais est-ce que vous pouvez rapidement, en quelques mots, me faire un état des lieux de ce que c'est l'audiovisuel dans la salle de cours l'année dernière? Est-ce que c'est de la microphonie pour du renforcement sonore? Oui, c'est souvent dans les salles de cours à proprement dit, c'est un vidéoprojecteur, des enceintes pour diffuser du son. Et dans les amphithéâtres, souvent c'est un grand vidéoprojecteur pour passer le diaporama. Pour l'ILIS, des VPI, des vidéoprojecteurs interactifs. Et du renforcement sonore avec des micros HF, mais dans les salles de cours, l'année dernière, il n'y avait pas de micro dans les salles de cours à proprement dit. Thierry Darnois, vous partagez sans doute ce que disait Damien Ledoux. Comment on fait de l'enseignement à distance dans les premières semaines du premier confinement pour des étudiants en musicologie? Alors j'ai du mal à répondre parce que moi j'étais pas encore là dans le service. Alors je suppose qu'il y a eu, en tout cas au niveau du CFMI ou en art, oui. Il y a eu beaucoup d'enregistrements de cours, juste audio.
Et effectivement, comme Damien le disait tout à l'heure, en fait, quand on n'a que l'audio, on n'a pas l'image pour rattraper quelque chose qui pourrait avoir une mauvaise qualité. Et quand on n'est que dans l'audio, il faut vraiment soigner son enregistrement. Oui. Et là, on est quand même fortement sollicité à ce niveau-là, parce que avoir une image, on sait tous à peu près le faire. Faire une photo, on sait tous à peu près le faire. Avoir une belle prise de son, là, il y a beaucoup moins de monde tout d'un coup. Oui. On est encore dans une espèce de société qui pense qu'il suffit de mettre son iPhone et appuyer sur le bouton rouge pour qu'on ait une belle image, un beau son, et que tout se passe bien. Mais la réalité, c'est pas ça. L'audiovisuel, c'est pas magique, ça nécessite quelques compétences. Frédéric, vous souhaitez intervenir? Oui, d'autant plus que sur tout ce qui est vidéo, on a un retour direct, on se voit. Sur le son, j'ai jamais vu un enseignant écouter ce qu'il envoyait aux étudiants. Donc n'ayant pas de retour, souvent ils se retrouvent avec un micro parfois tout simplement pas allumé, et les étudiants qui derrière n'entendent rien. Très bien, c'est sur ce bon sens effectivement qu'on va conclure le deuxième épisode. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.